Plusieurs hauts responsables de l'administration Trump ont rencontré des négociateurs ukrainiens en Floride ce dimanche pour discuter d'un accord de paix avec la Russie. Des négociations basées sur la proposition américaine présentée le 20 novembre dernier et dont les 28 points ont fait polémique en raison des nombreuses concessions accordées au Kremlin. Parmi elles, la cession de plusieurs régions ukrainiennes à Moscou, le retrait de la candidature de Kiev à l'OTAN ou encore le rétrécissement de l'armée ukrainienne. Selon les médias locaux, les diplomates ont discuté de la tenue d'élections et de la possibilité d'échanger des territoires, mais aucun détail n'a été fourni pour le moment. Le chef du Conseil de sécurité ukrainien, Roustem Umerov, a qualifié ces discussions de progrès substantiels et déclaré que les négociateurs s'efforçaient d'obtenir des garanties à long terme pour l'Ukraine. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé s'attendre à ce que des progrès soient accomplis en vue de la conclusion d'un accord de paix. Ces pourparlers avec les États-Unis interviennent à un moment critique pour l'Ukraine alors que son administration est confrontée à un scandale de corruption. Tandis que Volodymyr Zelensky est attendu ce lundi à Paris, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, va partir pour Moscou afin de poursuivre les négociations avec la Russie. En visite en Hongrie mercredi prochain, le président polonais Karol Nawrocki a annoncé annuler son déplacement à Budapest et limitera son séjour dans le pays au sommet des présidents du groupe de Visegrad qui se tiendra à Esztergom. Le dirigeant renonce à sa rencontre prévue avec le chef de l'État hongrois Tamás Súlyog, ainsi qu'au sommet bilatéral entre la Pologne et la Hongrie qu'il devait présider avec Viktor Orban. Cette rencontre devait être la première entre les deux hommes depuis la victoire de Karol Nawrocki à l'élection présidentielle en juin dernier. Le président polonais entend par cette décision marquer son désaccord avec la récente visite du Premier ministre hongrois à Moscou. Viktor Orban y a affirmé vouloir continuer de compter sur l'énergie russe pour approvisionner la Hongrie. Karol Nawrocki a également condamné le soutien de Budapest au plan de paix en Ukraine élaboré par les États-Unis et la Russie. La Hongrie est le seul État membre de l'UE à s'être prononcé en faveur de cette proposition. Accusé de corruption, d'abus de confiance et d'acceptation de pots de vin, poursuivi depuis des années dans 3 affaires distinctes en Israël, Benjamin Netanyahou a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog. Le Premier ministre israélien nie toute culpabilité dans les faits qui lui sont reprochés. La poursuite du procès, qui l'oblige à témoigner à la barre 3 fois par semaine, constitue selon ses mots une exigence impossible à satisfaire. Le dirigeant estime qu'y mettre fin permettrait d'apaiser les tensions et promouvoir la réconciliation générale dans le pays. Le bureau d'Isaac Herzog a indiqué qu'il examinerait la requête du Premier ministre, tandis que l'opposition a dénoncé une démarche portant atteinte à l'état de droit. Cette demande intervient quelques semaines après que Donald Trump lui-même a suggéré au président israélien de suspendre toute poursuite judiciaire. Mr. President, why don't you give him a pardon? Soutenant que les accusations à l'encontre de Benjamin Netanyahou sont injustifiées, le président américain avait dénoncé une chasse aux sorcières. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes européennes samedi à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À Rome, la militante Greta Thunberg et la représentante de l'ONU Francesca Albanese ont pris la tête du cortège. Les manifestants ont notamment demandé l'arrêt de toute forme de coopération militaire entre l'Italie et Israël. Un grand regroupement s'est également tenu dans la capitale irlandaise, Dublin. We're out to show our unbreakable solidarity with our Palestinian sisters and brothers, especially those in Gaza and also the West Bank experiencing genocide and ethnic cleansing. And although it's kind of gone off the airwaves, Palestinians are being killed by Israel every day. So we're here to show them that we stand with them always. Le 29 novembre 1947, les Nations Unies adoptaient un plan de partage de la Palestine avec le retrait des troupes britanniques de la région. Plus de 70 ans plus tard, une paix durable au Moyen-Orient reste difficile à atteindre. Le pape Léon XIV est arrivé au Liban, deuxième et dernière étape de son premier voyage apostolique.
Le chef de l'église catholique a atterri à Beyrouth après un vol en provenance d'Istanbul, au cours duquel il a évoqué plusieurs crises internationales, appelant à la résolution du conflit israélo-palestinien par une solution à 2 États et exprimant son espoir de paix en Ukraine. À son arrivée, Léon XIV a été accueilli lors d'une cérémonie officielle en présence du président libanais Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam. Également au programme du premier jour de son séjour, la plantation d'un cèdre de l'amitié dans le jardin du palais présidentiel. Ce lundi, le pape visitera le monastère de Saint-Maroun et Saint-Charbel à Anaya. De retour à Beyrouth, Léon XIV se rendra dans la baie de Saint-Georges pour une prière silencieuse en hommage aux victimes de l'explosion du port de la ville survenue en 2020. Le bilan des inondations dévastatrices qui ont touché l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka au cours des derniers jours ne cesse d'évoluer. À Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, les autorités dénombrent ce lundi plus de 500 morts et plus de 500 disparus. Les secours tentent d'atteindre certaines zones sinistrées, isolées du fait des routes submergées ou coupées par les glissements de terrain. Plus de 290 000 personnes ont été déplacées dans le pays. Le résultat de très fortes pluies de mousson sur toute la région. Au Sri Lanka, où l'état d'urgence est déclaré, un tiers du pays est privé d'eau courante et d'électricité selon les autorités. Comme en Indonésie, l'armée participe aux opérations de secours. Alors que plusieurs hélicoptères militaires sont mobilisés, dimanche soir, l'un d'entre eux s'est écrasé au nord de Colombo. Les inondations ont fait plus de 300 morts et plus de 200 disparus au Sri Lanka. C'est la pire catastrophe naturelle qu'affronte le pays depuis le tsunami de 2004. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche dans le quartier de Tai Po au nord de Hong Kong pour rendre hommage aux victimes de l'incendie de la semaine dernière. Près du complexe résidentiel Wang Fuk Court, où la catastrophe a eu lieu, une queue de plusieurs centaines de mètres s'est formée dès les premières heures du matin. Les personnes en deuil ont déposé des fleurs à la mémoire des morts, notamment des chrysanthèmes qui symbolisent le deuil dans la culture chinoise. Mercredi dernier, un incendie a ravagé 8 tours d'habitation de 32 étages bardées d'échafaudages en bambou. Le bilan humain ne cesse d'augmenter depuis. Dimanche soir, les autorités ont confirmé la mort de 146 personnes. 40 autres sont toujours portées disparues. Cet incendie d'immeuble est le plus meurtrier depuis 1980 dans le monde, à l'exclusion de feux survenus dans des boîtes de nuit, des prisons ou des centres commerciaux. Des milliers de Hongkongais ont signé des pétitions demandant à Pékin de rendre des comptes. Les autorités ont lancé des enquêtes criminelles, 11 personnes ont été arrêtées et les matériaux utilisés lors des rénovations ont été saisis et examinés par une équipe d'experts. Le Bureau pour la sauvegarde de la sécurité nationale, bras sécuritaire de Pékin à Hong Kong, a également mis en garde la population contre toute tentative d'utiliser la situation comme distraction politique sous peine de sanctions sévères. Ce dimanche, un étudiant qui réclamait une enquête indépendante dans cet incendie a été arrêté pour sédition. Non à l'instauration d'une taxe climatique sur l'héritage des ultra-riches, non à l'extension du service civique obligatoire aux femmes. Appelés à se prononcer par référendum ce dimanche sur ces 2 propositions, les Suisses les ont largement rejetées, avec 79% de votes contre pour la première et 84% pour la seconde. Le gouvernement fédéral se dit lui-même opposé à la taxation des grosses fortunes, pointant le risque de les voir s'expatrier. Wie ich bereits im letzten Dezember anlässlich der Verabschiedung der Botschaft erklärt habe, teilt der Bundesrat zwar das grundsätzliche klimapolitische Anliegen der Initiative, er erachtet jedoch die vorgeschlagene Finanzierung der Klimapolitik aus mehreren Gründen als problematisch und auch nicht als zielführend. Les partisans de l'initiative estiment quant à eux que l'empreinte carbone des plus riches est supérieure à celle des autres tranches de la population et qu'ils devraient davantage contribuer aux solutions climatiques. Dans le nord de la Finlande, une ancienne zone industrielle est devenue l'un des centres d'intelligence artificielle les plus puissants d'Europe. La Lumi AI Factory est l'un des premiers centres d'IA à devenir opérationnel dans l'UE. L'AI Factory fonctionne comme une extension du supercalculateur Lumi, l'un des plus puissants au monde.
L'UMI est géré par l'agence gouvernementale finlandaise qui soutient la recherche, l'éducation et l'infrastructure numérique dans le pays. L'AI Factory fonctionne comme un accélérateur. Elle met en relation des entreprises avec des chercheurs, des étudiants, des organismes publics et des partenaires du monde entier. Elle permet à des projets pilotes d'évoluer rapidement vers des solutions opérationnelles. Selon les chiffres des autorités finlandaises, chaque euro investi dans l'AI Factory génère environ 25 € qui sont réinjectés dans l'économie nationale. 90 kg de farine, 40 de sucre, 500 œufs ou encore 10 litres de miel pour réaliser 220 petites maisonnettes en pain d'épices. À l'origine de cette création, une habitante de la petite localité hongroise de Gereslak. Hát szeretek sütni, és otthon sütöttünk a gyerekeimmel házakat, még 17 évvel ezelőtt, és akkor jött az ötlet, hogy süssünk egy falut itt Gereslakon. És akkor többen összefogtunk, akkor végül is pár év múlva Gereslak is meg lett sütve. Chaque année, Gereslak et ses 700 habitants reçoivent plusieurs milliers de visiteurs. Ezért érdemes, úgy gondolják az emberek az országban, érdemes elmenni több száz kilométert is, mint ahogy ma is tapasztaltuk, hogy voltak szegedi vendégeink is. Nouveauté cette année, les pâtissiers ont fabriqué un QR code en pain d'épices. Le lien renvoie vers un court-métrage consacré à Gereslak.